passe de la vitesse accélérée à l'insulinothérapie. Là, je vous montre tout de suite mes conflits d'intérêts. Bon, j'ai participé à plusieurs études cliniques, observationnelles et essais phase A et B, avec des laboratoires, également communiquant avec plusieurs laboratoires, et aujourd'hui avec Sanofi. L'objectif de la communication, puisque je parle de l'insulinothérapie, l'intensification de l'insulinothérapie dans le diabète de type 2, je justifie d'abord pourquoi l'insuline dans le diabète du type 2. Pour beaucoup d'entre vous qui ont l'habitude de prendre en charge les diabétiques, c'est quelque chose, une évidence. Pour d'autres, diabète de type 2 et insuline, c'est un point d'interrogation. 2, comment initier l'insuline? Avec quoi? Quelle insuline on initie et pourquoi? Ensuite, la place de la glycémie postprandiale dans la prise en charge du diabète de type 2. Et enfin, le schéma d'intensification. Si on intensifie, soit on intensifie par un basal bolus, soit on intensifie avec des prémix. La justification d'abord. Il est de notoriété publique que le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Maintenant, tout le monde le sait. Mettez n'importe quel traitement, n'importe quel médicament chez votre diabétique, un jour ou l'autre, vous serez obligé soit d'augmenter la dose, soit d'associer un autre médicament parce que l'hémoglobine glyquée va tendre vers la baisse, vers l'augmentation. Elle va être élevée. Pas chez tout le monde, mais chez la majorité des patients. Et ça, ce n'est pas, en fait, l'inefficacité du médicament, c'est juste le pancréas qui continue à être malade. Et l'étude UKPDS l'a démontré. Ensuite, autre chose. On ne peut pas devenir diabétique avec un taux d'insuline normal. Ce n'est pas possible. Il y a obligatoirement une insulinopénie, qu'elle soit relative ou absolue. Mais une chose est sûre qu'il y a une insulinopénie. On ne peut pas devenir diabétique sans pathologie, sans maladie de l'insuline. Et il a été démontré qu'au moment où on devient diabétique, 50% du capital cellulaire bêta n'est pas du tout fonctionnel. Ensuite, cette dégradation de la fonction bêta va continuer et il va s'accélérer si le diabétique est mal équilibré. En fait, c'est un cercle vicieux. L'initiation à l'insuline. Monsieur Monnier a décrit deux situations. La situation la plus fréquente, c'est un échec aux ADO avec un taux d'hémoglobine qui dépasse les 8%. À coup sûr, pour ceux qui ont l'habitude de traiter le diabète, c'est même pas la peine de faire un cycle glycémique. Vous avez un diabétique avec une glycémie à jeun très élevée. Et si j'ai une glycémie à jeun très élevée, la meilleure insuline avec laquelle je dois commencer, c'est bien l'insuline basale. L'insuline lente. L'insuline rapide agit sur la glycémie postprandiale. Donc nous sommes obligés de commencer par l'insuline, dans ce cas de figure, l'insuline lente. Deuxième cas de figure, selon Monnier, c'est une hémoglobine glyquée entre 7 et 8. Et là, on ne sait pas. Est-ce que c'est la glycémie à jeun qui prédomine ou la glycémie postprandiale? Il suffit juste de faire un cycle glycémique ou doser la glycémie à jeun. Deux cas de figure. Une glycémie à jeun qui n'est pas à l'objectif. On retombe dans le premier schéma. Je suis obligé de mettre une basale. Ou la glycémie à jeun est normale et c'est la glycémie postprandiale qui est élevée. À ce moment-là, je suis obligé de mettre une insuline rapide. Mais ça, c'est un cas exceptionnel. Donc, le plus souvent, l'hémoglobine glyquée est élevée après échec aux ADO. Soyez sûr que dans 99%, vous avez une glycémie à jeun élevée et vous serez obligé d'initier avec une insuline lente. Ben voilà, donc ce n'est pas du tout sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Et les recommandations, les dernières recommandations de l'ESD l'ont également confirmé, quel que soit le profil du patient. Que ce soit un malade qui a présenté des événements cardiovasculaires et qui a nécessité une thérapeutique adéquate, hypoglycémique, notamment les GLP-1 ou les SGLT2, après échec, ce qui est préconisé, c'est de mettre une insuline basale. Que ce soit un malade en atteinte cardiaque ou un malade d'une insuffisance rénale. Les deux cas. Un malade, un autre profil, un malade qui est à risque d'hypoglycémie. Ben, la même chose. S'il y a indication à l'insuline après échec aux ADO, ce qui est préconisé par ces recommandations également, c'est l'insuline basale. Et c'est compréhensif. Un malade obèse, il est obèse. Après échec aux ADO, ce qui est préconisé, c'est l'insuline basale. La même chose. Et le dernier,
malade qui ne peut pas se permettre de l'insuline ou qui n'est pas assuré, ou un pays également qui ne peut pas se permettre des insulines également qui coûtent cher, mais dans tous les cas, ce qui est préconisé même, et après échec aux ADO, c'est l'insuline basale, mais on peut choisir celle qui coûte le moins cher, l'insuline humaine. Mais dans tous les cas de figure, quand on initie l'insuline, on l'initie au mieux avec une insuline basale. Maintenant, quelle est la place de la glycémie postprandiale? Vous voyez donc, on s'intéresse depuis tous les médicaments que vous utilisez chez le diabétique, c'est des médicaments, la plupart, agissent sur la glycémie à jeun. Et en premier, la metformine. La metformine n'agit jamais sur la glycémie postprandiale, mais c'est la glycémie à jeun. Et c'est le médicament de première intention. Mais qu'est-ce qu'on fait de la glycémie postprandiale? Est-ce qu'elle est réellement intéressante? Regardez également cette courbe. Les complications microvasculaires, et tout le monde le sait, où le compte à rebours des complications microvasculaires commence à partir du diagnostic du diabète. En fait, c'est l'hyperglycémie, c'est l'intoxication au sucre qui est à l'origine des complications microvasculaires. Mais qu'en est-il des complications macrovasculaires? Les complications macrovasculaires débutent avant même le diagnostic du diabète, avant de devenir diabétique, pas avant le diagnostic, mais avant même de devenir diabétique. Mais qu'est-ce qu'il y a avant de devenir diabétique? Eh bien, vous avez l'intolérance au glucose. Mais c'est quoi l'intolérance au glucose? C'est une hyperglycémie postprandiale élevée, une HGPO supérieure à 140, à 1,40 g. En plus de ça, quand on devient diabétique, le jour où on devient diabétique, ce n'est pas la glycémie à jeun qui s'élève, jamais de la vie. C'est la glycémie postprandiale qui s'élève en premier, ensuite suivra la glycémie à jeun. Vous voyez, donc la glycémie postprandiale est le cœur même de la pathologie diabétique. Et peut-être même qu'elle est associée aux complications macrovasculaires, contrairement à l'hyperglycémie chronique, qui, elle, est associée aux complications microvasculaires. Mais qu'est-ce qui se passe au fait, la glycémie postprandiale chez le diabétique? Vous devez savoir que la glycémie postprandiale chez le diabétique de type 2 est augmentée en amplitude et en durée. La durée de la glycémie postprandiale se prolonge. Et l'amplitude également de la glycémie postprandiale augmente. La conséquence en durée, c'est l'élévation de l'hémoglobine glyquée et toutes les complications inhérentes, notamment microvasculaires. Et en amplitude, c'est l'augmentation de la variabilité glycémique et donc des complications macrovasculaires. Vous voyez donc que la glycémie postprandiale agit et sur les complications macrovasculaires et sur les complications microvasculaires. Et ça a été démontré par énormément d'études. Relation entre la glycémie postprandiale et événements cardiovasculaires, entre le stress oxydatif et l'augmentation de l'épaisseur intima média, la diminution du flux, de la perfusion du myocarde. Toutes ces anomalies sont dues à la glycémie postprandiale, pas du tout à la glycémie à jeun. Et l'étude 10 également, qui est très connue. Aucune relation entre la glycémie à jeun et l'infarctus du myocarde. Aucune relation entre la glycémie à jeun et les événements cardiovasculaires, le décès par l'infarctus du myocarde. Mais par contre, si il y a une relation entre la glycémie postprandiale et l'infarctus du myocarde, entre la glycémie postprandiale et le décès post-infarctus du myocarde. Une autre étude a confirmé l'étude 10, l'étude des codes, mis à part l'AVC, qui lui est directement lié à l'hypertension artérielle. Les autres complications, les événements cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, mort toute cause, c'est la glycémie postprandiale et pas du tout la glycémie à jeun. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens d'agir sur la glycémie postprandiale après échec à la basale? Ça, je le déduis, en fait, de les 15 minutes. On a toujours pensé que quand on commence un traitement chez un diabétique de type 2, puisqu'on met de la metformine, on s'intéresse à la glycémie à jeun. Faux. Parce que le premier traitement que nous mettons dans le diabète de type 2, c'est le traitement de la glycémie postprandiale. Vous savez par quoi? Par le régime. C'est la première chose à faire. Régime, hygiéno-diététique, réduire les sucreries. Et quand on réduit les sucreries, on réduit la glycémie postprandiale. Ensuite, on met de la metformine pour agir sur la glycémie à jeun. Mais nous avons également la carbose, vous avez des PP4, vous avez les agonistes de GLP1 et vous avez les inhibiteurs SGLT2. Tous ces médicaments peuvent agir sur la glycémie postprandiale. Mais le médicament qui agit le plus, c'est l'insuline rapide. Et l'insuline rapide, vous avez deux types. Vous avez l'insuline rapide qu'on utilise de façon isolée, vous avez l'insuline rapide associée à une saline lente, ce qu'on appelle les mixtures. Est-ce que vous savez que quand on initie l'insuline, c'est toujours difficile. Maintenant, ça devient de plus en plus facile.
Hein, il n'y a plus d'inertie à instaurer une insuline. Mais quand on instaure l'insuline, ensuite on oublie. On oublie deux choses. On oublie d'optimiser l'insuline, donc d'augmenter la dose pour obtenir une glycémie à jeun correcte. Et ensuite, on oublie carrément d'intensifier quand l'hémoglobine glyquée reste constamment élevée avec une glycémie à jeun normale. 50% des patients sous insuline basale ne sont pas à l'objectif d'hémoglobine glyquée. Et vous savez pourquoi? La même chose. À l'initiation, ce qui pose problème, ce n'est pas le malade, ce n'est pas l'environnement, c'est le médecin. Dans l'intensification, c'est la même chose. C'est le médecin qui a peur, ou je ne sais pas ce qu'une peur, ou une phobie, il n'a pas envie d'aller intensifier. Ce n'est pas le malade ni l'environnement également. Je reviens aux recommandations. Maintenant, avec quoi intensifier? Est-ce qu'on intensifie avec une rapide? On a mis une lente. Ou on arrête la lente et on met une prémix, une association. C'est deux schémas qui se valent. Mais doit-on choisir une prémix pour l'intensification ou un basal plus, une rapide? Les recommandations disent qu'il est préférable de choisir une rapide qu'une prémix. Parce qu'il a été démontré, à un certain moment, ils utilisaient les deux. Les anciennes recommandations pouvaient les deux. Hein. Et ils ont démontré que les prémix étaient plus pourvoyeuses d'hypoglycémie et de prise pondérale. Et c'est deux écueils. Un malade qui vous fait une hypoglycémie, sachez une chose, que vous n'allez jamais l'équilibrer. Parce qu'il ne prendra jamais, il ne va jamais s'injecter le nombre d'unités que vous allez prescrire. Parce qu'il aura toujours peur de l'hypoglycémie. Deux, donc c'est un facteur de déséquilibre. La variabilité glycémique va être tellement importante que le malade évidemment va se resucrer et l'équilibre glycémique délétère. Et trois, l'hypoglycémie est un facteur de risque cardiovasculaire plus important que l'hyperglycémie. Vous voyez, la prise pondérale également. Donc c'est un cercle vicieux. Donc l'hypoglycémie et la prise pondérale sont les écueils de l'insulinothérapie et en premier des prémix par rapport au basal rapide, au basal plus. Et voilà, et donc c'est ce qui est préconisé par l'ADA-ESD. Voilà, addition d'une insuline rapide, ensuite l'intensification se fera après. Ils ont mis en pointillé donc les prémix. On peut les. Alors en fait, tous les profils, tous les malades peuvent chaque profil, quel que soit le profil du patient, l'association d'une lente et d'une rapide, un basal bolus, est possible. Par contre, pour les prémix, c'est un profil particulier. Donc c'est une poche parmi les diabétiques qui vont nécessiter une intensification, chez qui les prémix peuvent être préconisés. Ensuite, ça c'est un schéma classique. Comparons les profils prémix et profil basal bolus. C'est la dernière plaque. Hein. La préférence des patients en nombre d'injections, tout en sachant que c'est plus le médecin qui décide que le malade. Hein. Habituellement, on disait, si le malade accepte 2 injections, ben c'est bon, on mettra des prémix. Mais s'il accepte jusqu'à 4 injections, on mettra des basal bolus. Alors que c'est faux. Prémix, c'est 2 injections. Intensification basal bolus, c'est 2 injections. Sauf que quand je mets un basal plus, je peux modifier la dose de la rapide comme je veux, en fonction de son repas et en fonction de l'équilibre glycémique. Par contre, quand je mets une prémix, je ne maîtrise pas du tout la rapide, puisque la titration va se faire sur la lente, et la dose de la rapide ne peut être qu'aléatoire. C'est pour ça que le risque d'hypoglycémie est plus élevé. La fréquence de l'autotitration, c'est la même chose, c'est 2-2. La variabilité du mode de vie. Alors, habituellement, on dit, un malade qui a une vie très perturbée, il est préférable de mettre un basal bolus, mais un malade qui est régulier dans sa vie, etc., des prémix. C'est-à-dire qu'en fait, je n'essaye pas d'adapter mon schéma à la vie du patient, je demande au patient d'adapter sa vie à mon schéma. C'est pour ça que le basal bolus est mieux indiqué que les prémix. Présence d'une hyperglycémie postprandiale. Je n'ai même pas à réfléchir quand la glycémie postprandiale est prédominante. Je ne vais pas quand même mettre une prémix, je suis obligé de mettre une rapide associée. Attitude du patient à suivre son traitement, le traitement prescrit. Est-ce que c'est un malade apte ou inapte? Je vais vous dire une chose. Un malade inapte
il m'est extrêmement difficile d'intensifier, ni avec les prémix, ni avec les rapides. Mais par contre, je peux garder une lente. Je ne parle pas en fait des malades de bougie ou de Tizi Ouzou, je vous parle de tous les malades à l'échelle nationale. J'ai l'occasion d'aller à Tamnaraset, à Tinzawatin, etc. Il y a des malades qui sont déséquilibrés que vous ne pouvez même pas mettre sous insuline. De même que le soutien éducatif et affectif, ça rentre dans le même cadre. Alors maintenant, les messages, pour ne pas dépasser les 15 minutes. Chaque individu est particulier, chaque malade est particulier, chaque diabétique est particulier. Deux, aucun régime insulinique ne peut convenir à tout le monde. Je ne peux pas dire, voilà, un basal bouddhiste pour tout le monde, des prémix pour tout le monde. Ah non, je choisis mon schéma en fonction de mon patient. Trois, c'est le schéma insulinique qui doit s'adapter au style de vie et pas l'inverse. C'est à moi, un médecin, de choisir un schéma adapté à la vie de mon patient et je ne vais pas demander au patient de s'adapter à mon schéma. Et enfin, les schémas non flexibles, donc prémix, sont associés à plus de risques hypoglycémiques et de prise pondérale, ça selon les dernières études de la WSD, et je vous remercie.